Alors, pour le cours de vendredi 7 janvier, on va donc démarrer le chapitre grand 3 d'électromagnétisme. Donc, après avoir abordé le transport des charges électriques, les charges électriques étant les sources de tous les phénomènes électromagnétiques, dans le chapitre grand 2, nous avons abordé donc l'existence du champ électromagnétique, le couple des deux vecteurs E, champ électrique, et B, champ magnétique, qui permet d'exprimer toutes les interactions qui peuvent exister donc entre les charges électriques à travers la force de Lorentz. Nous avons ensuite abordé les outils qui vont nous permettre d'exprimer ce champ électrique et ce champ magnétique dans toutes les situations produites par n'importe quelle distribution de charge électrique grâce aux fameuses 4 équations de Maxwell, équations locales. Nous avons abordé aussi les propriétés d'invariance et de symétrie en électromagnétisme qui vont être essentielles et indispensables pour que les situations ne soient pas trop compliquées à résoudre, en tout cas les situations que vous rencontrerez. Nous pouvons donc maintenant aborder le chapitre grand 3. Donc, nous allons vraiment déterminer et exprimer des champs électriques et des champs magnétiques à travers donc une première situation dans le chapitre grand 3 qui est la situation stationnaire, donc régime permanent, c'est-à-dire que rien ne dépend du temps. Donc on va considérer que les distributions de charges électriques sont constantes, donc aucune dépendance temporelle. Alors évidemment, ce sont des situations qui n'existent pas toujours strictement, mais qu'on vous proposera assez souvent donc, dans les exercices et les problèmes. Donc chapitre grand 3, électromagnétisme en régime stationnaire. Alors là, on constate qu'en régime stationnaire, dans les 4 équations de Maxwell, toutes les dépendances temporelles disparaissent. Donc dB sur dt égale 0, dE sur dt égale 0. Il n'y a plus le temps nulle part, ni dans les sources, ni dans les champs électromagnétiques. L'équation de Maxwell-Gauss ne change pas, elle reste égale à div 2 égale ρ sur epsilon 0, mais il n'y a plus le temps. L'équation de Maxwell-Thomson, div 2b égale 0, ne change pas non plus. Alors par contre, l'équation de Maxwell-Faraday change énormément, puisqu'on constate que ρ2 égale vecteur nul. Il n'y a plus le terme en dB sur dt. Donc ça veut dire que là, il n'y a plus de couplage entre le champ électrique et le champ magnétique. Et enfin, la dernière équation, l'équation de Maxwell-Ampère, ρ2b égale mu0j. Il n'y a plus le dE sur dt. Donc là, pareil, il n'y a plus de couplage entre B et E. Et en effet, en électromagnétisme stationnaire, eh bien en fait, on va pouvoir dissocier deux situations complètement différentes. La situation dite de l'électrostatique, statique parce que stationnaire, régime permanent, aucune dépendance temporelle, et la magnétostatique. L'électrostatique, c'est l'étude du champ électrique produit par ρ. Donc en régime stationnaire, le champ électrique, il n'est produit que par les sources charges, ρ, voilà, pas par les courants. Et en magnétostatique, on va étudier uniquement le champ magnétique qui est alors produit que par les sources J, donc pas par les charges ρ, uniquement par les sources J. Donc en fait, en électromagnétisme stationnaire, c'est comme s'il y avait deux chapitres différents, hein, deux situations complètement dissociées et indépendantes. L'électrostatique avec les sources ρ, la magnétostatique avec les sources J. En électrostatique, on se préoccupe que du champ électrique, en magnétostatique, que du champ magnétique. On dit qu'il y a un découplage total du champ électrique et du champ magnétique. On a donc bien deux domaines complètement indépendants de l'électromagnétisme. Chaque domaine sera donc traité grâce à deux équations de Maxwell concernant le champ électrique pour l'électrostatique, le champ magnétique pour la magnétostatique. Alors petit 1, on va évidemment commencer par l'électrostatique, ce qui va nous occuper ce matin. Donc le vecteur champ électrique et le champ vectoriel donc, de l'électrostatique. Pour avoir quelques ordres de grandeur, hein, pour avoir quelques situations. Alors à la surface de la Terre, hein, au voisinage de la surface de la Terre, en effet, il existe un champ électrostatique qui rentre effectivement vers la Terre. Alors on expliquera pourquoi, hein. C'est parce que la surface de la Terre elle est légèrement chargée négativement, donc il y a un léger excès d'électrons libres à la surface de la Terre. Alors qu'on expliquera qu'au contraire, il y a une couche atmosphérique qu'on appelle l'électrosphère, qui fait un peu l'interface entre l'ionosphère, le plasma, et l'atmosphère qui n'est pas plasma. C'est à environ 60 km d'altitude. L'électrosphère, il est légèrement chargé positivement, tout ça on y reviendra, hein. Ce qui permet d'expliquer pourquoi il existe un champ électrique dans l'atmosphère entre l'électrosphère à 60 km d'altitude et la surface de la Terre. Il existe donc une tension, une différence de potentiel entre la surface de la Terre et cette électrosphère qui vaut à peu près 400 000 volts, hein, à peu près, parce que bien sûr ça fluctue un peu avec la météo, etc. C'est une moyenne sur toute la planète Terre, hein. Et au voisinage de la surface de la Terre, on va dire aller jusqu'à une dizaine de mètres, voire centaines de mètres de la surface de la Terre, le champ électrique vaut à peu près, hein, c'est pas précis, mais 100 volts par mètre. Donc ça, c'est à retenir, parce que ça vous donne
une référence, hein, un élément de comparaison. À la surface de la Terre, le champ électrique vaut à peu près 100 volts par mètre. Alors, à 100 mètres d'une antenne 4G, je sais qu'il y a les 5G maintenant, mais à 100 mètres d'une antenne 4G, on est à peu près à 50 volts par mètre pour le champ électrique. À 1 mètre d'un proton, on est à 10-9 volts par mètre. Dans un laser, 1000 watts mètre-2, donc ce sont les lasers qui vont très courants, hein, qui vont servir pour la lecture des disques optiques, Blu-ray, CD, DVD. On est à peu près à 600 volts par mètre, mais dans le laser, c'est-à-dire à l'intérieur du faisceau laser. Lorsqu'il y a un orage, alors là, attention, dans l'air, on peut avoir de 15 000 à 20 000 volts par mètre dans l'air, et c'est ce qui va provoquer effectivement la foudre, c'est-à-dire que l'air va devenir conducteur. Le champ électrique est tellement important, les forces électriques deviennent tellement importantes qu'elles vont réussir à arracher des électrons dans les atomes de l'atmosphère, donc dans le diazote ou le dioxygène, et va provoquer effectivement l'éclair, la foudre. C'est-à-dire que l'air devient conducteur. Donc effectivement, il y a des circulations d'électrons un peu chaotiques, comme vous pouvez le voir, hein, donc des courants électriques qui vont exister dans l'air. L'air devient un conducteur. Donc voilà pour les ordres de grandeur, pour avoir des éléments de comparaison. Alors maintenant, petit a, l'outil essentiel de l'électrostatique, c'est le théorème de Gauss. Alors le théorème de Gauss, vous en doutez, il provient de l'équation de Maxwell-Gauss, d'où le nom de cette équation de Maxwell, et vous devez savoir le démontrer. Il faut le connaître par cœur et savoir le redémontrer si on vous le demande. On se place donc dans un référentiel, pas forcément galiléen, on ne fait pas de dynamique ici. Hein. On imagine une patate quelconque, donc un volume quelconque V, sigma sa surface fermée fixe qui l'entoure, M un point quelconque dans cette patate, d taux un petit élément de volume quasi ponctuel à l'œil nu, de l'ordre du micromètre cube, hein, comme d'habitude, puisque je vous rappelle qu'on est toujours en étude macroscopique des phénomènes physiques cette année. P un point quelconque sur la surface, ds l'élément de surface pareil ponctuel à l'œil nu, de l'ordre du micromètre carré, et le vecteur ds sortant, perpendiculaire à la surface. Alors, l'intégrale triple de diff2 des taux sur le volume V, d'après le théorème de Green-Ostrowski, ou sa réciproque, hein, c'est le flux du champ électrique à travers la surface fermée sigma. Donc ça, c'est le théorème mathématique dit de Green-Ostrowski qui nous a permis donc de définir l'opérateur divergence. Mais diff2, c'est ρ sur epsilon 0, d'après l'équation de Maxwell-Gauss, et ça, c'est valable pour tout point M, c'est une équation locale valable partout, tout le temps. Donc je remplace ρ sur epsilon 0. On peut sortir le epsilon 0 de l'intégrale parce que c'est une constante. Et l'intégrale triple de ρ des taux, c'est tout simplement la charge électrique totale contenue dans la patate, que j'appelle Q intérieur à sigma. Et voilà, c'est tout. Vous avez démontré le théorème de Gauss de l'électrostatique, qui vous dit que le flux sortant, puisque l'intégrale double sur sigma, qui est une surface fermée fixe, on met un rond parce que c'est une surface fermée, hein, de E scalaire ds avec ds qui est sortant, donc le flux sortant du champ électrique à travers une surface fermée fixe quelconque est tout simplement égal à Q intérieur sur epsilon 0. Où Q intérieur, c'est la charge électrique totale, donc l'intégrale triple de ρ des taux, la charge électrique totale contenue à l'intérieur de cette surface fermée sigma. Voilà, c'est tout. Ça va être un outil très très intéressant. Et nous allons tout de suite nous intéresser à l'application de ce théorème de Gauss sur un cas simple mais quand même historiquement très important, le cas d'une charge ponctuelle petit q, par exemple un proton. Donc imaginons un proton, donc Q égale plus la charge élémentaire, donc plus 1,6 10-19 coulombs. On cherche donc à déterminer le champ électrique produit, créé par ce proton autour de lui, pour pouvoir ensuite prévoir toutes les interactions qu'il va créer avec toutes les autres charges qui pourront se déplacer à sa proximité dans son environnement. J'appelle le O le point fixe où se situe le proton, qu'on va supposer fixe. On est dans un référentiel, bien sûr, si on dit que quelque chose est fixe, c'est toujours par rapport à un référentiel. On va se placer en coordonnées sphériques, vu la géométrie. Et on va commencer par étudier, puisque c'est quand même si elle est très simple, une distribution de charge électrique, hein, on va étudier les invariances et les symétries donc, de cette source, de cette distribution de charge électrique. Alors là, évidemment, c'est très simple. On constate qu'il y a invariance par n'importe quelle rotation autour de n'importe quel axe passant par le point O. On appelle ça une invariance par rotation autour du point O, tout simplement. Ce qui veut dire qu'en coordonnées sphériques, eh bien, le champ électrique ne va dépendre que de la variable petit r, autrement dit de la distance petit r, entre O et le point M où je cherche à évaluer ce champ électrique. Donc là, vous avez invariance par rotation autour de tous les axes passant par O, donc en coordonnées sphériques, le champ électrique ne peut pas dépendre de θ, ne peut pas dépendre de phi, donc il dépend que de la variable petit r. Voilà. Ensuite, concernant les plans de symétrie,
Eh bien, le plan de la feuille est forcément un plan de symétrie, puisque cette feuille contient la charge Q et transforme la charge Q en elle-même. Donc, le plan de la feuille est un plan de symétrie. Donc, je vous rappelle qu'en un point M appartenant à ce plan de symétrie, le plan de la feuille, le champ électrique est contenu dedans. Mais si je prends le plan perpendiculaire à la feuille qui contient le point O et le point M, donc le plan perpendiculaire à la feuille qui contient le point O et le point M, c'est aussi un plan de symétrie, bien sûr, pour cette charge. Donc le champ électrique, en ce point M appartenant à ce plan, appartient aussi à ce plan. Donc le champ électrique est à l'intersection de ces deux plans, donc il est forcément radial. Voilà pourquoi le champ électrique, en n'importe quel point M de l'espace, ne dépend que de R et est forcément dirigé selon UR. J'ai alors dessiné quelques lignes de champ électrique. Ce sont toutes les droites passant par le point O. Alors pourquoi elles sont explosives ici? Puisque j'ai considéré que Q était positif. Mais si Q est négatif, elles auraient été implosives. Ça, on l'a vu dans le dernier cours. Donc les lignes de champ électrique sont toutes les droites passant par le point O. Et ici, elles sont explosives puisqu'on a pris Q positif. Alors maintenant qu'on a cette information essentielle, c'est-à-dire qu'on sait parfaitement comment se configurent les lignes de champ électrique, comment s'exprime mathématiquement ce champ électrique, il n'y a plus qu'à déterminer son expression grâce au théorème de Gauss. Alors, pour cela, il va falloir calculer le flux sortant à travers une surface fermée donc de ce champ électrique. Et c'est là qu'on va choisir, bien sûr, intelligemment la surface fermée. Le théorème de Gauss nous dit qu'on peut prendre n'importe quelle surface fermée. Mais évidemment, nous, on va prendre celle qui nous arrange, puisque le théorème de Gauss est valable pour n'importe quelle surface fermée. On va donc choisir intelligemment, astucieusement ici, comme surface fermée, une sphère, que j'ai dessinée en vert ici. Une sphère passant par le point M où je cherche à évaluer le champ électrique, bien sûr. Cette sphère, elle est de centre O et de rayon petit r, quelconque. D'accord? Alors, puisqu'on cherche le flux sortant, je dessine le vecteur ds sortant, et je constate qu'en n'importe quel point M de cette sphère, le vecteur ds et le vecteur E, ils sont collinéaires dans le même sens. Donc, le produit scalaire disparaît. Ensuite, E de M, le champ électrique, eh bien, on vient d'expliquer qu'il dépendait que de R. Donc, ça veut dire qu'il est constant sur la sphère. Donc, il est constant sur le domaine d'intégration. C'est comme si c'était une constante pour l'intégration. Donc, je peux le sortir de l'intégrale. Et l'intégrale double de ds, c'est la somme continue de tous les petits ds sur le domaine d'intégration, donc c'est la surface totale de la sphère, donc 4 pi r carré. Et ben voilà, c'est terminé. Vous avez calculé le flux sortant du champ électrique à travers cette surface fermée sigma, et on a choisi intelligemment, bien sûr, la sphère. Ensuite, le théorème de Gauss nous dit que c'est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Là, c'est facile, à l'intérieur de la sphère, il y a juste Q, donc c'est Q sur epsilon 0. Et vous obtenez le champ électrique créé en tout point M, alors presque, on va expliquer pourquoi, en tout point M de l'espace, Q sur 4 pi epsilon 0 R carré UR. On voit en effet que quand R tend vers l'infini, ce champ électrique tend vers 0, donc si on s'éloigne à l'infini du proton, on ne ressentira plus rien, évidemment. Alors ceux qui ont besoin de visualisation, j'avais mis ce petit schéma. Donc la boule rouge, si vous voulez, c'est le proton. Les flèches vertes, ce sont les lignes de champ électrique explosives ici, et vous avez une vision un petit peu plus en 3D du phénomène. Mais c'est clair que, évidemment, vous allez avoir à traiter ces situations au tableau ou sur une feuille, donc en 2D. Donc vous allez devoir faire des dessins en 2 dimensions, même si c'est vrai que le phénomène est en 3 dimensions, puisqu'on est à travers une sphère et pas à travers un cercle. Alors qu'est-ce qu'on constate? On va quand même constater qu'il y a quand même un petit bug. Parce que si R tend vers 0, donc si je me place là où il y a le proton, j'ai un gros problème parce que E tend vers l'infini, c'est pas possible. Ça voudrait dire que la force tend vers l'infini, que l'énergie, on verra tout à l'heure que le champ électrique caractérise la présence d'une énergie, tend vers l'infini, ça n'existe pas, c'est pas possible. Alors, comment lever ce paradoxe, cette singularité? Tout simplement parce qu'une charge ponctuelle, ça n'existe pas. Une charge ponctuelle n'existe pas. Ce qu'on appelle charge ponctuelle, entre guillemets, finalement, elles sont très petites, bien sûr, mais elles ont une dimension. Elles ne sont pas mathématiquement, rigoureusement ponctuelles. Elles ont une dimension. Le proton, il a une dimension. Alors, c'est vrai que l'électron, je vous ai dit dernièrement que on n'est pas sûr qu'il ait une dimension. Alors ça, c'est plutôt de la physique quantique. Mais en tout cas, nous, on est en physique classique. Donc, en physique classique, les charges ponctuelles, en réalité, elles ont une dimension. Et le proton, il a une dimension. Alors, on va revenir tout à l'heure là-dessus. Et pour lever cette ambiguïté quand R tend vers 0. J'en profite pour vous rappeler la loi historique de Coulomb que vous connaissez depuis longtemps. Quand vous avez deux charges ponctuelles Q et Q' en O et en M séparées de petit r, avec UR, le vecteur unitaire qui caractérise la direction OM, eh bien la force exercée par Q sur Q', c'est QQ' sur 4 pi epsilon 0 R carré UR. Ça, c'est la loi historique de Coulomb, 1781. Alors, nous, avec notre raisonnement, la charge exercée par Q sur Q', eh bien, c'est Q' fois le champ électrique créé en M par Q.
Donc Q' fois champ électrique créé en M par Q, et évidemment, c'est bien le Q sur 4pi epsilon 0 R carré UR, c'est bien ce qu'on vient de trouver. Donc on retrouve évidemment la loi historique de Coulomb, heureusement. Alors passons maintenant à une situation hyper classique qu'on rencontre très souvent dans les problèmes, c'est le cas de la sphère pleine. Alors ça tombe bien parce qu'on vient d'expliquer qu'un proton, en réalité, c'est pas un point. Un proton, même s'il est tout petit, il a une dimension. On estime que le rayon d'un proton, c'est de l'ordre de 10-15 mètres. Donc on va regarder ce qui se passe quand on se met à l'intérieur du proton. Alors pour cela, on va supposer une sphère pleine, c'est-à-dire une sphère de centre haut de rayon grand R, mais chargée en volume. Et on va appeler ρ la densité volumique de charge constante et uniforme dans tout ce volume. Donc on va supposer qu'il y a une densité volumique de charge ρ constante et uniforme à l'intérieur, par exemple, du proton. Les propriétés d'invariance et de symétrie, on va les revoir rapidement parce que ce sont les mêmes que pour la charge ponctuelle. Vous avez évidemment, puisque ρ a exactement la même valeur partout, vous avez évidemment invariance par toute rotation autour de n'importe quel axe passant par le point O. Donc le champ électrique ne dépend que de R. Et puis comme tout à l'heure, le plan de la feuille contenant le point M et le point O et un plan perpendiculaire à la feuille contenant le point O et le point M sont des plans de symétrie pour la distribution de charge. Donc en M, le champ électrique le point M appartenant à ces deux plans, le champ électrique est à l'intersection de ces deux plans, donc il est forcément radial selon UR. On va rester sur ρ positif, sur l'idée du proton, donc les lignes de champ sont explosives, toutes les droites passant par le point O sont des lignes de champ. Ça n'a pas changé. Ensuite, on va appliquer le théorème de Gauss pour trouver l'expression de ce champ électrique en fonction de R. Alors même chose, le point M, on va prendre une sphère, vu la symétrie, on va prendre une sphère passant par le point M, de centre haut de rayon petit r. On va prendre ds, le vecteur sortant, donc selon UR, donc le vecteur E et le vecteur ds sont collinéaires. On peut sortir E de l'intégrale puisque le champ électrique est constant sur la surface sigma, donc sur le domaine d'intégration. Et donc on retrouve 4pi r carré E de R comme tout à l'heure, ça il n'y a pas de problème. Sauf que maintenant, pour calculer la charge intérieure, attention, il y a deux situations. Alors d'abord, la charge totale de notre sphère, grand Q, c'est donc 4 tiers de pi grand R cube ρ. Le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi R cube. Alors quand petit r est plus grand que grand R, quand on est à l'extérieur de la sphère, on va retrouver la situation de tout à l'heure, c'est-à-dire que la charge totale contenue à l'intérieur de la sphère sigma, c'est bien grand Q. Alors soit vous écrivez que c'est grand Q sur 4pi epsilon r carré. Si vous remplacez grand Q par 4 tiers de pi r cube ρ, vous avez ρ r cube sur 3 r carré UR. Bon, c'est exactement la même chose. Il y en a une qui fait intervenir ρ et l'autre qui fait intervenir la charge totale. Alors là, ce qui nous intéresse maintenant, en fait, on retrouve la même, et ce que je voulais montrer, c'est qu'on retrouve la même expression que la charge ponctuelle. Si vous êtes à l'extérieur de la sphère, c'est comme si c'était une charge ponctuelle. C'est comme si on avait une charge ponctuelle au point O. Par contre, maintenant, on va se mettre à l'intérieur de la sphère. Si petit r est plus petit que grand R. Donc là, à ce moment-là, la surface sigma en pointillé rouge, elle est donc ici. Ça ne change rien pour le flux du champ électrique. Par contre, pour la charge électrique contenue à l'intérieur, attention, ici, c'est pas grand Q. C'est une partie de la charge grand Q, mais pas toute la charge grand Q. Donc là, effectivement, on va écrire que c'est ρ, la densité volumique de charge, fois le volume 4 tiers de pi petit r au cube. Ce qui va nous donner, pour le champ électrique, ρ petit r sur 3 epsilon 0. Ou si vous préférez, en remplaçant ρ, grand Q petit r sur 4 pi epsilon 0, grand R au cube. Et on voit bien qu'on n'a pas du tout la même expression pour le champ électrique à l'extérieur et à l'intérieur. Donc je répète, c'est important, la grosse différence ici, c'est que la charge à l'intérieur de la surface fermée sigma qu'on a choisie pour calculer le flux du champ électrique, c'est pas égal à Q total, c'est juste une partie. Donc c'est la densité volumique ρ fois le volume à l'intérieur de cette sphère, 4 tiers de pi petit r au cube. Alors, elle est intéressante cette expression, si jamais on trace effectivement la variation de E en fonction de petit r, parce que là, en R égale 0, eh bien, il n'y a pas de singularité. En R égale 0, le champ électrique, il est nul. Ensuite, en petit r égale grand R, donc quand on traverse la sphère, eh bien, on voit bien qu'il y a continuité du champ électrique. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une discontinuité. Il y a bien continuité et il vaut grand Q sur 4 pi epsilon 0 grand R carré. Et évidemment, ensuite, quand on s'éloigne de la sphère, il va tendre vers 0 en 1 sur R carré, comme on avait vu tout à l'heure. Donc là, on a levé l'ambiguïté de tout à l'heure, et le champ électrique, en réalité, il est bien défini partout. Et il est bien défini en R égale 0, car en réalité, une charge ponctuelle n'existe pas. Donc une charge ponctuelle a une dimension, un rayon grand R. Le proton a un rayon grand R, très petit bien sûr, mais un rayon grand R. Maintenant, le cas d'une sphère chargée en surface. Alors ça, c'est pareil, on en avait déjà parlé avant les vacances. Une distribution surfacique de charge, ça n'existe pas. Mais c'est un modèle qu'on va souvent utiliser pour simplifier.
Alors par exemple, si on imagine donc une sphère creuse, avec entre R1 et R2 une épaisseur petit e contenant des charges volumiques, ρ positives. Eh bien, si l'épaisseur petit e contenant les charges est très petite devant le rayon R1, on va pouvoir faire comme si c'était une sphère chargée en surface, comme s'il n'y avait des charges que sur la surface de la sphère. Et la densité surfacique de charge sigma, ce serait alors ρ fois E, donc vous mettez moins 2. On la prendrait ici positive. Alors là, bien sûr, on ne va pas recommencer tous les calculs. On va reprendre les résultats de tout à l'heure. Donc, le champ électrique à l'extérieur, quand petit r est supérieur à grand R, bien Q intérieur, ça reste le Q total contenu donc, dans cette sphère creuse. Donc, soit c'est grand Q sur 4 pi epsilon 0 r carré, soit sigma grand R carré sur epsilon 0 petit r carré, si on dit que grand Q c'est 4 pi grand R carré sigma, si on utilise le modèle de la densité surfacique de charge. Mais par contre, maintenant, si on est à l'intérieur de cette sphère, donc si petit r est plus petit que grand R, si on se met à l'intérieur de cette sphère, et bien là, avec le modèle surfacique, si on est à l'intérieur de la sphère, la charge intérieure vaut 0. Donc ça veut dire que le champ électrique il est nul. Donc en effet, pour petit r inférieur à grand R, le champ électrique vaut 0. Alors ça, effectivement, c'est comme ça qu'on modélise la Terre. En effet, la planète Terre, on a expliqué qu'elle avait donc une distribution de charges électriques négatives, donc un léger excès d'électrons sur sa surface. En réalité, pas sur sa surface, sur une toute petite épaisseur, mais évidemment très très faible devant le rayon de la Terre qui fait 6370 km, alors que les électrons, on estime que voilà, ils se répartissent sur quelques millimètres, si vous voulez. Donc là, le modèle de la distribution surfacique de charge est tout à fait cohérent, sauf que là, sigma est négatif, puisqu'on a dit que c'était des électrons libres en excès. Eh bien, ça veut dire que le champ électrique à l'intérieur de la Terre, il est donc nul. En effet, le champ électrique à l'intérieur de la Terre, il est nul. Par contre, à l'extérieur de la Terre, il est effectivement non nul. Donc voilà l'expression du champ électrique créé par une sphère qui serait chargée en surface, enfin qu'on pourrait modéliser comme chargée en surface. Et on n'oublie pas qu'en réalité, les charges se répartissent sur une toute petite épaisseur, négligeable devant le rayon de la sphère, donc on fait comme si c'était une distribution surfacique. Mais là, il y a un problème. Si on utilise ce modèle de la distribution surfacique de charge, on constate qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'en petit r égale grand R, on va avoir une discontinuité. Et oui, le champ électrique semble discontinu en petit r égale grand R. En effet, il vaut 0 entre petit r égale 0 et petit r égale grand R à l'intérieur de la sphère, et ensuite il n'est pas nul. Alors il va tendre vers 0, mais quand petit r tend vers l'infini. Et on a l'impression qu'il y a une discontinuité qui vaut effectivement sigma sur epsilon 0 en petit r égale grand R. Donc Q sur 4 pi epsilon 0 grand R carré si vous préférez. On a l'impression qu'il y a une discontinuité. Eh bien, en effet, cette discontinuité, elle est bien connue, c'est une formule que vous n'avez plus à connaître par cœur depuis quelques années, qu'on va vous rappeler. Quand on modélise une distribution de charge par une distribution surfacique de charge, donc c'est-à-dire quand on prend une densité surfacique sigma plutôt que les densités volumiques qui représentent plus la réalité, eh bien vous allez être confronté à une discontinuité apparente. Car en réalité, il n'y a pas de discontinuité, mais vous allez faire apparaître une discontinuité à cause du modèle. C'est un bug à cause du modèle. Et cette discontinuité à la traversée d'une surface est caractérisée par une formule qui vous sera donnée systématiquement, E2 moins E1 scalaire N12 égale sigma sur epsilon 0. Alors en effet, cette surface délimite deux zones, la zone 1, la zone 2. Vous pouvez mettre le 2 à l'intérieur, le 1 à l'extérieur, ça n'a pas d'importance, puisque vous allez utiliser une normale N12, et la normale N12, c'est un vecteur unitaire sans dimension qui est perpendiculaire à la surface et qui va de 1 vers 2. Donc si vous mettez le 2 à l'intérieur, le 1 à l'extérieur, c'est pas grave, vous changez de sens de N12. E2, c'est le champ électrique dans la zone 2, E1 c'est le champ électrique dans la zone 1, scalaire N12, alors là vous pouvez vérifier que ça redonne bien sigma sur epsilon 0, la discontinuité qui est bien connue. Mais c'est une discontinuité apparente, en réalité il n'y a pas de discontinuité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la distribution surfacique de charge, elle n'existe pas. En réalité, c'est une distribution volumique de charge sur une épaisseur très faible. Et donc le champ électrique, en réalité, il va être continu en traversant l'épaisseur petit e. Sauf que si on néglige cette épaisseur petit e, on fait disparaître cette variation. Alors en effet, pour petit r compris entre grand R1 et grand R2, si on prend la distribution volumique de charge sur l'épaisseur petit e, eh bien on aurait un champ électrique à l'intérieur de cette pellicule, de cette couche sphérique entre R1 et R2, on aurait ce champ électrique-là. Et à ce moment-là, on aurait pour E2R une courbe qui est continue, qui est bien continue en R1, qui est bien continue en R2. J'ai remis grand R, mais ce serait R2 ici, et on aurait bien une continuité. Et la charge totale grand Q, ce serait Q
fois 4 tiers de pi, grand R2 au cube moins grand R1 au cube, donc ce serait la couche sphérique comprise entre la sphère de rayon R1 et la sphère de rayon R2. Donc en réalité, il y a continuité. La discontinuité, elle est apparente si on utilise le modèle de la distribution surfacique. Alors, il faut faire attention à ça dans pas mal d'exercices. Il n'y a pas de discontinuité du champ électrique fondamentalement, jamais. C'est simplement apparent à cause d'un modèle. Alors si je reprends la Terre, alors la Terre, sigma est négatif. Le rayon, c'est 6370 km. En valeur absolue, la charge répartie sur toute la surface de la Terre, c'est 550 000 coulombs à peu près. Ça fluctue bien sûr en fonction des saisons, des époques, etc. C'est à peu près 550 000 coulombs, ça paraît énorme, mais évidemment, à l'échelle de la Terre, si je divise par 4pi grand R carré la surface de la Terre, je vais trouver simplement 10-9 coulombs mètre moins 2. Donc j'ai 10-9 coulombs mètre moins 2. Ça fait à peu près 6,75 10 puissance 9, donc en gros presque 7 milliards d'électrons par mètre carré. 7 milliards d'électrons par mètre carré, c'est pas beaucoup, hein. Vu la taille des électrons, en fait, c'est pas énorme. Je vous rappelle que on avait vu que dans un mètre cube de cuivre, il y a à peu près 10 puissance 29. 10 puissance 29 électrons libres dans un mètre cube de cuivre. Et là, on est à 6,75, 10 puissance 9 seulement électrons par mètre carré. Donc, c'est pas énorme, hein. C'est légèrement chargé, la surface de la Terre. Ce qui nous donne au voisinage de la surface de la Terre, donc sigma sur epsilon 0, hein, si je reprends le résultat tout à l'heure, epsilon 0 c'est 8,85 10-12 par mètre moins 1, on trouve 122 volts mètre moins 1. Donc voilà, on a dit environ 100, bon, on est plus proche de 120, mais ça fluctue, hein, puisque la charge totale, elle fluctue quand il y a des orages, etc. Alors ensuite, pourquoi le vecteur champ électrique il est dirigé vers la Terre et pas à l'extérieur? C'est parce qu'on a vu qu'il était implosif vers les charges. Donc vu que les charges sont négatives à la surface, il implose, il rentre vers les charges négatives. Donc il est bien rentrant. Autre situation à traiter à votre programme et qu'on va rencontrer assez souvent, le cas d'une tranche infinie. Alors vous imaginez une tranche, voilà, infinie, donc j'ai mis des pointillés, d'épaisseur h. Alors en réalité, bien sûr, la tranche, elle ne sera pas infinie, mais les dimensions L1 et L2 de ce pavé, de cette tranche, eh bien, seront très très grandes devant petit h, et on pourra alors considérer que c'est comme si elle était infinie. On pourra alors négliger les effets de bord. Là, on va travailler en coordonnées cartésiennes, et on va considérer que cette tranche infinie, elle contient une densité volumique de charge ρ constante et uniforme partout, donc j'ai le même ρ partout. J'ai paramétré avec x, y, z, vous voyez, l'origine O ici, voilà, donc là c'est la tranche en 3D. Alors systématiquement, ce que je vous conseille, c'est de faire des dessins en projection. On fait un petit croquis en 3D pour montrer qu'on a compris comment étaient distribuées les charges électriques, puis ensuite on fait une projection, toujours. On travaille toujours dans un plan, c'est toujours beaucoup plus simple. Et là, je vous conseille de travailler donc dans le plan Y au Z. Donc, vous avez l'axe des X perpendiculaire, vous voyez, vers vous, le point O, Y, Z, on retrouve la dimension H, et on laisse tomber L1 et L2 puisqu'on suppose que c'est très grand, donc on fait comme si la tranche était infinie. Donc on va négliger les effets de bord. Bien. Alors on va bien sûr commencer par analyser les invariances et les symétries de cette source, de cette distribution de charge électrique, pour pouvoir trouver des propriétés intéressantes sur le champ électrique. Alors là, c'est assez évident. On est en coordonnées cartésiennes. On va d'abord regarder les invariances par translation. Et si on considère en effet que la tranche est infinie, eh bien, il y a bien invariance par translation selon l'axe des Y, pour ρ, pour la distribution de charge, et invariance par translation selon la direction X. Ça veut dire que le champ électrique créé par cette tranche, il ne peut pas dépendre de X, il ne peut pas dépendre de Y, d'après le principe de Curie. Donc on va se retrouver avec un champ électrique qui dépend que de Z. Alors ensuite, les plans de symétrie. Là, c'est pareil, c'est assez simple. Si vous prenez un point M quelconque, il pourra être dans la tranche aussi, mais un point M quelconque, on constate que le plan de la feuille est donc un plan de symétrie, si la tranche est supposée infinie. Donc, en ce point M appartenant à ce plan, le champ électrique il est contenu dans ce plan, donc dans le plan de la feuille. Et si je prends le plan perpendiculaire à la feuille passant par le point M et par le point O, c'est aussi un plan de symétrie pour la tranche si elle est infinie. Donc, au point M appartenant à ce plan, le champ électrique appartient aussi à ce plan. Il est donc à l'intersection de ces deux plans, il est donc forcément selon UZ. Voilà. Donc, le champ électrique, il est selon UZ. Et puisqu'on a considéré que ρ était positif, on sait qu'il est explosif, donc il sort des charges positives, donc il est vers le haut. Maintenant, si je prends le point M', symétrique du point M par le plan XOY. Alors, le plan XOY, lui, c'est un plan de symétrie aussi, car il coupe la tranche en deux. Donc c'est aussi un plan de symétrie pour les charges. Ça veut dire qu'en M', le symétrique de M, le champ électrique en M' est l'image et le symétrique du champ électrique en M. Donc là, il serait dirigé vers le bas.
Donc, au-dessus de la tranche, le champ électrique est vers le haut. En dessous de la tranche, le champ électrique est vers le bas. Alors, c'est logique, ça veut dire qu'il est explosif, ça veut dire qu'il sort des charges partout. C'est tout à fait normal. Alors, maintenant qu'on a ces informations essentielles, on va appliquer le théorème de Gauss pour essayer de trouver l'expression de ce champ électrique en fonction de Z, puisque la seule dépendance, c'est Z ici en coordonnées cartésiennes. Alors, pour cela, on va choisir comme surface de Gauss un cylindre, donc un cylindre d'axe au Z, passant par le point M et le point M', donc ici vous avez le point M, ici vous avez le point M'. Là, je l'ai représenté en projection, le cylindre sigma, là vous l'avez en 3 dimensions. J'appelle S la surface de sa base, et donc il a bien l'axe au Z. J'ai représenté les vecteurs sortants ds, donc sur la base supérieure, la base inférieure et sur la surface latérale. Ok, alors déjà, le théorème de Gauss me demande de calculer le flux sortant à travers toute la surface fermée donc du champ électrique. Et là déjà, je vais me rendre compte en réalité que j'ai pas besoin de prendre la surface latérale. Car sur la surface latérale, le champ électrique, il est selon UZ, le vecteur ds, il est perpendiculaire à UZ, donc le produit scalaire E scalaire ds, ça va faire 0. Donc déjà, le flux sortant du champ électrique à travers la surface latérale de ce cylindre sigma, il est nul. Donc déjà, je me débarrasse de la partie sur la surface latérale. Sur la base supérieure, le champ électrique, il est selon UZ, le vecteur ds aussi. Sur la base inférieure, le champ électrique, il est selon moins UZ, le vecteur ds aussi. Donc ça veut dire que sur la base supérieure et inférieure, le champ électrique, il est collinaire à ds. Donc je peux retirer, évidemment, les vecteurs, donc le produit scalaire. Et enfin, sur toute la surface S, le champ électrique, il est constant, puisqu'il ne dépend que de Z. Donc il est constant partout sur cette surface. Même chose en bas. Donc au final, il va me rester uniquement le flux sur les deux bases, supérieure et inférieure, donc 2 fois E de Z S. Pourquoi? Parce qu'en norme, le champ électrique, c'est le même en M et en M', puisqu'il est symétrique en M et en M'. Donc 2 fois E de Z fois S. Voilà le flux sortant total du champ électrique à travers toute la surface sigma. Maintenant, on va passer à Q intérieur. Alors, si je prends un point M à l'extérieur de la tranche, je vois que Q intérieur, c'est la charge qui est contenue dans cette surface-là que je suis en train d'achurer avec la petite main. Okay, donc c'est égal à ρ, la densité volumique, fois le volume. Et là, le volume, c'est donc égal à S fois la hauteur, donc la hauteur, c'était H. Donc dans le cas où Z est supérieur à H sur 2, ça veut dire que, ou Z inférieur à moins H sur 2, si on est à l'extérieur, eh bien, Q intérieur, c'est bien égal à ρHS. Les S se simplifient, heureusement, ça veut dire que notre résultat, il est parfaitement indépendant du choix de la surface S du cylindre, de la base, ça n'a pas d'importance. Et je me retrouve avec E de Z qui vaut plus ρh sur 2 epsilon 0 si on est au-dessus, et moins ρh sur 2 epsilon 0 si on est en dessous, parce qu'on a bien vu que le vecteur E, il était dirigé vers le bas, évidemment en dessous. On constate que c'est une expression qui est uniforme, qui en réalité ne dépend pas de Z. Donc en réalité, ça ne dépend pas de Z. Maintenant, si on est à l'intérieur de la tranche, donc si la valeur absolue de Z est inférieure à H sur 2. Donc si on est à l'intérieur de la tranche, ça veut dire que la surface fermée sigma, on la prend à l'intérieur de la tranche. Donc le point M, il est à l'intérieur et le point M' aussi. Ça ne change rien pour le flux. Par contre, pour la charge intérieure, évidemment, on ne prend que la charge qui est contenue à l'intérieur de ce cylindre. Donc là, la hauteur à prendre en compte, ce n'est pas H, c'est 2Z. Parce que le point M est à l'altitude Z et le point M' à l'altitude moins Z. On aura alors effectivement E de Z égale ρZ sur epsilon 0. Quand valeur absolue de Z est inférieure à H sur 2, donc quand on est à l'intérieur. Q intérieur, c'est alors ρ fois le volume, donc 2ZS. Ok, on peut tracer donc E en fonction de Z. On constate qu'il n'y a pas de problème, il y a continuité partout. De toute façon, la discontinuité, elle est seulement apparente quand on la constate, elle n'est pas réelle. Donc là, il y a bien continuité partout. Le champ électrique, il vaut 0 quand on est pile poil en Z égale 0, donc au milieu de la tranche. Et puis, on a ρh sur 2 epsilon 0, bien sûr, quand on sort de la tranche, en haut ou en bas. Voilà. Continuité, quel que soit Z. Si on représente quelques lignes de champ, les lignes de champ, donc, ce sont toutes les droites parallèles à l'axe des Z, donc dirigées vers le haut, en haut, dirigées vers le bas, en bas. X, O, Y, je vous rappelle que c'était un plan de symétrie. Donc les lignes de champ, elles sont bien symétriques par rapport à ce plan. Tout va bien. Mais on a l'impression que les lignes de champ sont perpendiculaires à X, O, Y quand elles traversent le plan X, O, Y. Et oui, on a cette impression. Mais non, en réalité, les lignes de champ, elles ne sont pas perpendiculaires à ce plan. En réalité, elles n'existent pas sur ce plan, puisque le champ électrique, il est nul. Ça veut dire que si on est rigoureux, il ne faudrait pas les dessiner dans le plan X, O, Y. Il faudrait laisser un petit espace pour montrer qu'on a compris que le champ électrique, il est nul dans le plan X, O, Y,
Donc les lignes de champ, en fait, elles n'existent pas dans le plan X, Y. Donc elles ne sont pas perpendiculaires au plan X, Y, puisque le champ électrique, il est nul. On a déjà vu ça dans le cours précédent, hein, dans une autre situation. On va maintenant passer au cas du plan infini. Alors en effet, si la dimension h est vraiment très petite, on va pouvoir faire comme si la tranche, c'était un plan. Et ça, c'est vrai qu'on l'utilise souvent. Donc on fait tendre h vers 0, et on va alors parler de densité surfacique de charge sigma, qui serait égale ici à ρ fois h. C'est pas la peine de tout recommencer, vous remplacez simplement ρ par sigma sur h, et vous allez vous retrouver avec le champ électrique en dehors, enfin au-dessus du plan, en dessous du plan. Et là, bien sûr, on ne traite plus le cas quand on est dans la tranche, puisqu'il n'y a plus d'intérieur, puisqu'on a considéré que la tranche, c'était une surface. Donc lorsque l'épaisseur h est vraiment très très petite devant les autres dimensions de la tranche. C'est pas une grosse surprise, hein, sans douter, on va retrouver une discontinuité apparente, en z égale 0. Donc on a l'impression qu'il y a une discontinuité. Alors en réalité, vous avez compris, hein, il n'y a pas de discontinuité, puisque en réalité, le plan, il n'existe pas. Sigma, ça n'existe pas, c'est un modèle fictif. En réalité, il y a une épaisseur, et on a vu tout à l'heure que quand il y a une épaisseur, il y a bien continuité. On peut regarder un petit peu ce que donne la fameuse formule de discontinuité que vous admettez et qu'on vous donnera, hein, E2 moins E1 scalaire N1 égale sigma sur epsilon 0. Donc là, j'ai appelé 1 en dessous, 2 au-dessus, N1 donc comme ceci. Et effectivement, vous retrouvez bien E2 moins E1 scalaire N1 vous retrouvez bien sigma sur epsilon 0, comme tout à l'heure avec la sphère. Donc c'est évidemment une formule universelle qui est valable tout le temps. Donc voilà pour les situations classiques de champ électrostatique à calculer. Donc vous avez compris, hein. Donc la charge ponctuelle, la sphère pleine à l'extérieur et à l'intérieur, la sphère chargée en surface, extérieur-intérieur, avec une discontinuité apparente, la tranche infinie, donc partout, à l'extérieur, à l'intérieur, et le plan infini, avec une discontinuité apparente. Alors bien sûr, il y a d'autres situations qu'on pourra vous proposer, mais on les verra plutôt en TD, hein, puisqu'elles sont un peu plus anecdotiques, un peu moins courantes. Ou alors il faudra vous adapter, mais là on a vraiment traité les cas les plus importants qu'on obtient presque toujours. Alors nous allons passer maintenant au cas du théorème de superposition. Utilisation du théorème de superposition. Alors quelle est la problématique du théorème de superposition? On est confronté, par exemple, à cette situation-là. Alors on a une sphère presque pleine, avec une densité volumique de charge constante et uniforme ρ presque partout. Elle est de centre O1. Mais à l'intérieur, on a creusé une cavité sphérique. Donc on a creusé un trou sphérique, une bulle de vide, de centre O2. Et dans ce trou, dans cette cavité vide, il n'y a pas de charge. Voilà. Alors, il y a peut-être de la matière quand même, mais globalement, pas de charge. Enfin, globalement, les charges se compensent. Donc on peut imaginer que c'est du vide, par exemple, le centre O2. Et notre objectif, c'est de calculer le champ électrique créé par cette distribution de charge en un point M quelconque de la cavité. Alors là, on se gratte la tête, on se dit, oh là, il n'y a plus de symétrie. À cause du trou, il n'y a plus de symétrie, il n'y a plus d'invariance, on ne va pas s'en sortir. Alors c'est là qu'on utilise le théorème de superposition, qui, je vous le rappelle, découle du fait que les équations de Maxwell, qui vous permettent donc de déterminer le champ électrique dans toutes les situations, tout le temps, sont linéaires. Donc on va pouvoir décomposer la distribution de charge électrique à sa guise, comme on veut. La découper en 2, en 3, en 1000, en 10 000, en 100 000, ça n'a aucune importance mathématiquement, ça donnera le bon résultat. Donc on va dire que le champ électrique total, le vrai, au point M, c'est la somme de deux champs électriques, E1 et E2. E1, ce serait le champ électrique créé par la sphère de centre O1 pleine, partout, avec ρ partout. Et E2, ce serait le champ électrique créé par la sphère de centre O2, pleine mais avec moins ρ. Et en effet, si on superpose la sphère de centre O1 chargée ρ et la sphère de centre O2 chargée moins ρ, si on les superpose, ρ moins ρ égale 0, on va retomber sur la vraie distribution. Voilà, c'est ça l'outil, c'est ça la technique du théorème de superposition en électromagnétisme. Et évidemment, ça va vite, puisque le champ électrique créé par une sphère pleine en un point M à l'intérieur, on vient de le faire. On vient de le calculer. Donc E1, c'est R1 sur 3 epsilon 0 UR1, où R1, évidemment, c'est O1M, et UR1, c'est le vecteur unitaire radial qui caractérise la direction O1M. Et le champ électrique E2, à l'intérieur d'une sphère pleine de centre O2 chargé moins ρ, même chose, on reprend le résultat de tout à l'heure, sauf que là, c'est moins ρ, R2, UR2 sur 3 epsilon 0, avec ici, bien sûr, R2, c'est la distance O2M, et UR2, le vecteur unitaire qui caractérise la direction O2M. Ensuite, on constate que R1, UR1, ce n'est rien d'autre que le vecteur O1M, position, et R2, UR2, ce n'est rien d'autre que le vecteur position O2M.
Et grâce à la relation de Schall, bah, O1M plus MO2, ça fait O1O2. Voilà. Et on vient de prouver que le champ électrique à l'intérieur de la cavité, c'est ρ sur 3 epsilon 0, O1O2. Ça veut dire qu'il est uniforme. Voilà, on vient de démontrer que dans cette cavité, le champ électrique, bah, il a la même expression partout. J'ai bien dit que dans la cavité, hein. On n'a étudié que ce cas-là. Donc il est collinéaire à la direction O1, O2, et sa norme, c'est ρ sur 3 epsilon 0, O1, O2. Évidemment, ce résultat, on vient de le démontrer en 30 secondes, parce qu'on avait traité le cas de la sphère pleine juste avant, qui est un cas classique que vous devez connaître, un cas d'école. Mais si vous ne pensez pas au théorème de superposition, vous êtes cuit. Parce que, évidemment, dans ce cas-là, il n'y a pas de symétrie, pas d'invariance. Donc quand vous êtes confronté à un champ électrique à déterminer dans un cas où il n'y a pas d'invariance, pas de symétrie, ne vous torturez pas, c'est qu'il faut appliquer le théorème de superposition. Donc il faut être un peu malin, il faut avoir un peu d'astuce, et imaginer une décomposition, effectivement, de la distribution. Alors pour terminer le cours de ce matin, nous allons maintenant aborder le théorème de Gauss pour la gravitation. Ah, tiens. Eh bien parce qu'il y a ce qu'on appelle des analogies mathématiques, des analogies formelles entre les lois de la gravitation et les lois de l'électrostatique. Alors évidemment, ce n'est pas une énorme surprise pour vous puisque vous les aviez déjà vues dans le secondaire ou en première année. Donc si je prends un référentiel, si je prends deux points, M1 et M2, si je considère qu'en M1, j'ai une masse M1 ponctuelle et une charge ponctuelle Q1, et en M2, une masse ponctuelle M2 et une charge ponctuelle Q2, une distance R entre les deux, le vecteur unitaire UR pour caractériser la direction M1 M2. Je viens de voir qu'il existait alors une force électrique, électrostatique, qu'on appelle la force de Coulomb, de Q1 sur Q2, donc Q2 étant le système, donc Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0 R carré UR. Mais il existe aussi une force gravitationnelle, exercée par la masse M1 sur la masse M2, qui vaut, elle, moins G M1 M2 sur R carré UR, avec G la constante de gravitation, qui vaut 6,67, 10-11 unités du système international. Et c'est là que je me rends compte que mathématiquement, évidemment, ces deux expressions sont très analogues. Mis à part, évidemment, le moins et Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0 à la place de G, M1, M2. Bon, j'ai bien le produit des deux masses, le produit des deux charges, j'ai bien UR, j'ai bien UR, j'ai bien R carré, j'ai bien R carré. Bon. Donc clairement, il y a une analogie mathématique très très forte. De plus, la force exercée par Q1 sur Q2, je peux dire que c'est Q2 fois le champ électrique. Donc le champ électrique créé en M2 par Q1. En effet, Q1 sur 4pi epsilon 0 R carré UR, qu'on vient de voir tout à l'heure. En gravitation, c'est pareil, je peux définir ce qu'on appelle un champ gravitationnel. Dire que la force exercée par M1 sur M2 en M2, c'est bien la masse M2 fois le champ gravitationnel créé au point M2 par la masse M1. Et le champ gravitationnel créé par la masse M2, par la masse M1 pardon, au point M2, c'est moins G sur M1 R carré UR. Vous avez le champ électrique ici. Bien sûr, il y a une analogie très forte donc entre le champ électrique et le champ gravitationnel. Alors on caractérise ça par une double flèche. Alors bien sûr, ce n'est pas une équivalence, puisque le champ électrique, c'est en volt mètre moins 1, et le champ gravitationnel, en fait, c'est comme le petit g, l'accélération de la pesanteur, c'est une accélération, en fait. Pourquoi? Parce que la force gravitationnelle, c'est une masse fois une accélération. Une force, c'est une masse fois une accélération. En réalité, c'est une accélération, c'est en mètres secondes moins 2. Donc c'est juste une analogie formelle, une analogie mathématique entre le champ électrique et le champ gravitationnel. Donc, entre une charge ponctuelle et une masse ponctuelle. Donc, entre une densité volumique de charge, en coulomb mètre moins 3, et une densité volumique de masse, donc une masse volumique, en kilogramme mètre moins 3. Et ça va plus loin. Si on regarde les deux expressions, on constate qu'il y a donc une analogie mathématique entre 1 sur 4 pi epsilon 0 et moins g. Donc, alors j'ai mis le 4 pi de l'autre côté, donc 1 sur epsilon 0 et moins 4 pi g. N'oubliez pas le signe moins. Ne confondez pas g, la constante de gravitation, et le champ gravitationnel. On n'a pas du tout la même unité. Le champ gravitationnel, c'est un vecteur. G, c'est une constante universelle déjà. C'est pas la même nature. Mais c'est pas la même unité non plus. Alors méfiez-vous parce que les notations se ressemblent quand même. Moi, j'essaie d'utiliser deux notations différentes. Mais méfiez-vous. Donc on n'oublie pas le signe. Ça veut dire qu'il existe en effet un théorème de Gauss pour la gravitation. Alors pour cela, vous prenez le théorème de Gauss pour l'électrostatique qu'on vient de démontrer. Le flux sortant du champ électrique qui est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Et vous dites qu'en gravitation, il existe aussi un théorème de Gauss au sens mathématique. Le flux sortant à travers une surface fermée quelconque du champ gravitationnel, qui remplace le champ électrique, égale non pas Q intérieur, mais la masse intérieure, à sigma, non pas 1 sur epsilon 0, mais moins 4 pi g. Et voilà, c'est imparable. C'est ce qu'on appelle l'utilisation d'une analogie formelle, d'une analogie mathématique. Et vous aurez donc le droit d'utiliser le théorème de Gauss directement de la gravitation. Ou alors, dans une question préliminaire, on vous demandera de le justifier par le petit tableau que je viens de faire ici avec toutes les analogies. Donc il suffit de partir
de ce petit dessin avec la force électrostatique et la force gravitationnelle, puis après tout se découle en quelques secondes, et on retrouve le théorème de Gauss pour la gravitation, qu'on a le droit d'utiliser. Alors, je vous propose donc une application pour l'utiliser justement et voir à quoi ça peut servir. Je ne vous cache pas qu'il y a de nombreuses applications à l'écrit et à l'oral avec cet outil. Et pour cela, bon, on va terminer sur quelque chose d'assez rigolo. On va essayer d'évaluer, j'ai posé ça en colle en PC hier soir d'ailleurs, on va essayer d'évaluer, je dis bien évaluer de manière un peu grossière, très approximative, la pression au centre de la planète Jupiter. Donc la planète Jupiter, là vous avez donc une photographie prise par la sonde Voyager, hein, qui est passée il y a déjà une dizaine d'années autour de Jupiter. Et là vous avez des données scientifiques précises. Alors on n'est pas allé à l'intérieur, mais grâce à la sonde Voyager, on a envoyé des ondes, on a récupéré des échos, on a analysé, etc., les taux de réflexion. Et donc on a pu évaluer, hein, là aussi ce sont des évaluations, mais bon, beaucoup plus précises, ce qu'il y a à l'intérieur de Jupiter en termes notamment de composition et de pression. Alors évidemment, nous, à notre niveau, on va utiliser un modèle simpliste. On va supposer que la planète Jupiter, c'est une bulle de gaz statique dans le référentiel galiléen jupitocentrique, donc qui prend son centre au centre de Jupiter, qu'on suppose fixe. Donc on va supposer qu'elle est homogène, donc que la masse volumique c'est la même partout, et que c'est du gaz partout, qu'on a la même masse volumique, et que ce gaz est statique. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est de déterminer le champ gravitationnel à l'intérieur de Jupiter. On a un point M quelconque à l'intérieur de Jupiter. Que vaut donc le champ gravitationnel? Eh bien, pour cela, je vais utiliser l'expression du champ électrique à l'intérieur d'une sphère chargée avec une densité volumique de charge ρ constante et uniforme pour petit r inférieur à grand R. On vient de le faire. ρr sur 3 epsilon 0. J'en déduis donc directement par analogie formelle que le champ gravitationnel qui dépend que de R et qui est selon UR, évidemment, parce qu'on a les mêmes propriétés d'invariance et de symétrie pour le champ électrique et le champ gravitationnel, eh bien, il vaudra donc moins 4 tiers de pi G mu R UR, puisque j'ai remplacé 1 sur epsilon 0 par moins 4 pi G et ρ par mu. Voilà. Et j'ai bien le signe moins. Vous savez bien que le champ gravitationnel, il est centripète, dirigé vers le centre de la planète, puisque la force gravitationnelle, elle est toujours attractive. Voilà. Alors, si jamais on ne vous a pas fait calculer avant le champ électrique à l'intérieur d'une sphère pleine chargée, c'est pas grave, vous appliquez le théorème de Gauss pour la gravitation en utilisant les mêmes propriétés d'invariance et de symétrie. Mais si on vous a fait calculer au préalable la sphère chargée, bah, vous prenez le résultat de la sphère chargée et vous faites juste l'analogie. Alors maintenant qu'on a l'expression du champ gravitationnel, on voit bien qu'il est nul au centre de la planète, qui dépend de R, hein, donc il est maximal quand on est à la périphérie et qu'il diminue au fur et à mesure qu'on s'approche du centre. On va appliquer maintenant le PFD, le principe fondamental de dynamique, à une petite bulle de gaz d'étau au point M, supposée fixe puisqu'on suppose que le fluide est statique, homogène et uniforme. Donc pas d'accélération. Résultant des forces de pression moins gradient de P d'étau, puisqu'on est dans un gaz. Et attention, là, on n'applique pas le poids. Le poids, c'est la force gravitationnelle quand on est à la surface de la Terre. Et là, ce qui nous intéresse, c'est la force gravitationnelle quand on est dans la planète Jupiter. Ça n'a rien à voir, hein. Donc la force gravitationnelle, donc la masse fois G, donc mu d'étau pour la masse, et G, le champ gravitationnel qu'on vient de trouver. On projette sur la direction UR, donc j'ai pas pris d'autres forces, hein, il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas de viscosité puisqu'on suppose qu'il n'y a pas de friction, parce qu'il n'y a pas de déplacement des bulles. Je répète, hein, ne mettez pas le poids ici, on est bien d'accord. Donc on a dp sur dr égale moins 4 tiers de pi G mu carré R. On intègre. Pour la constante d'intégration, bah, on va supposer que la pression elle est nulle à la périphérie. On va supposer qu'on est dans l'espace. Vu que c'est une planète gazeuse, bah, s'il y a une atmosphère, elle est comprise dans la planète, si vous voulez. Hein. C'est pas comme la Terre qui est une planète rocheuse avec une atmosphère gazeuse au-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai pris pour petit r égale grand R le rayon de Jupiter, bah, une pression nulle. Hein. Je suppose qu'on est dans l'espace. J'en ai déduit la constante d'intégration. Et donc la pression au centre de Jupiter, évidemment, c'est bien en petit r égale 0. Donc la pression au centre, je l'estime, je l'évalue à 2 tiers de pi G mu carré grand R carré. Alors, on me donne la masse volumique de Jupiter, 1328 kg/m-3. En réalité, c'est une masse volumique moyenne. Hein, on a pris la masse totale divisée par le volume total, 4 tiers de pi grand R cube. Grand R, c'est 69 911 km, c'est 6370 km pour la Terre, donc c'est beaucoup plus gros que la Terre, Jupiter, hein, vous le saviez, j'imagine. La constante de gravitation, donc là, je vous l'ai redonné avec la bonne unité. Attention, c'est pas une accélération, hein, c'est pas la même chose que le champ gravitationnel qui a la dimension d'accélération. Et j'en déduis donc la pression au centre, 1,19 10 puissance 12 pascal, donc 1,19 10 puissance 7 atmosphères. C'est mon évaluation. Alors en réalité, on n'y est pas allé, hein, mais avec les sondes qu'on a envoyées, bah, en réalité on se doutait bien, c'est pas homogène. Hein. Il y a même effectivement une zone rocheuse
donc c'est solide, hein. À l'intérieur de Jupiter, il y a bien un noyau solide, et on évalue la pression plutôt à 6 10 puissance 7 au centre. 6 10 puissance 7 atmosphères. Mais nous, ce qu'on a trouvé, c'est pas ridicule, hein. On a trouvé 1,2 10 puissance 7. Alors bien sûr qu'on n'a pas le bon résultat, on s'y attendait, mais on a le bon ordre de grandeur. On est dans les 10 puissance 7 atmosphères. Donc 10 millions de fois plus que la pression atmosphérique, si vous voulez. Alors les explications, c'est pourquoi on n'a pas trouvé le bon résultat. Bien sûr, la critique de notre modèle. Évidemment que la planète Jupiter, elle n'est pas homogène, hein, on s'en doute bien, puisque c'est même rocheux au milieu, donc c'est loin d'être une planète purement gazeuse. La masse volumique n'est pas la même partout, et surtout, même la partie qui est fluide n'est pas statique. Toutes les tâches que vous voyez ici, en fait, ce sont des ouragans, ce sont des espèces d'orages, de tempêtes, d'ouragans, il y en a même qui sont perpétuels, où on évalue la vitesse des vents aux alentours de 600 km/h. Donc c'est loin d'être de la statique, ça veut dire qu'il y a de la viscosité, puisqu'il y a de la friction, il y a des mouvements, il y a beaucoup de convection, hein. Mais malgré tout, on trouve un résultat qui est pas idiot. On trouve un résultat qui n'est pas si loin de la réalité. Bon, de toute manière, à votre niveau, hein, c'est certainement ce qu'on va vous demander d'évaluer dans les exercices qu'on va vous proposer au concours. Voilà, ce sera tout pour le cours de ce matin. Alors, si jamais je suis allé un petit peu plus loin en présentiel avec le reste de la classe, bon, je vous le dirai, si on se voit cet après-midi ou demain, je vous le dirai, hein, mais bon, pas de panique, ça m'étonnerait que je dépasse beaucoup cet endroit-là avec la classe tout à l'heure.